Madame Colomba, qui est professeure de traduction à l'ESIT, l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs à l'Université Sorbonne Nouvelle. Et elle est également traductrice agréée et membre du CRIL. Et peut-être certains d'entre nous ici au Québec, on l'a connue parce qu'elle a été pendant plusieurs années professeure à l'Université Laval à Québec. Donc, elle connaît bien le milieu de la recherche au Québec. C'est beaucoup pour ça qu'on vous invite aussi pour continuer une réflexion que vous avez entamée l'hiver dernier sur la recherche-création en traduction. Donc, pour parler, disons, très, très rapidement, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'expression recherche-création. C'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup en études littéraires, en art visuel, mais en traduction, on commence à peine, disons, à réfléchir à ces enjeux-là. Le professeur Colomba est donc en quelque sorte une pionnière sur cette question-là, et c'est pour ça qu'on a voulu l'inviter ici à l'Université Concordia pour venir nous parler des enjeux donc de la recherche-création avec la traduction. Peut-être expliquer aussi que la rencontre qu'on a aujourd'hui avec Isabelle s'inscrit dans un séminaire de maîtrise qui est méthodologie en recherche en traducologie. Donc, plusieurs des étudiants ici participent au séminaire. Un des enjeux ou de ce qu'on essaie de faire avec ce séminaire-là, donc, c'est de travailler à créer un projet de recherche pour la maîtrise. C'est un intérêt qu'ont les étudiants de faire des projets de traduction dans le cadre de leur maîtrise. Alors, comment on fait ça? On essaie de réfléchir avec les étudiants pour pouvoir élever la question du projet de traduction à pas seulement être un commentaire, mais être aussi une proposition de recherche. Le titre proposé, c'est la recherche, création, traduction, enjeux, pratiques et perspectives. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup René pour cette présentation. Alors aujourd'hui, ça va être peut-être un petit peu copieux pour les étudiants de maîtrise, peut-être un petit peu théorique, mais je vais finir par une ouverture plus pratique. Ce que j'espère surtout, c'est alimenter leur réflexion et puis surtout montrer mon cheminement. C'est l'avantage j'allais dire, de l'expérience en fait, c'est que quand on arrive à une certaine expérience en recherche, tout est cumulatif et puis à un moment donné, il y a des déclics qui font que on met en place une réflexion. Dire que je suis une pionnière en recherche, création, en traduction, ça me fait plaisir, mais d'une part, moi, à titre personnel, j'ai fait de la recherche, j'ai fait de la création, mais je n'ai pas encore, en tout cas, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, fait moi-même de la recherche-création, et je n'ai pour l'instant rien publié sur le sujet. Par contre, je dirige beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en France, désolé, ça s'appelle un master, donc au master et au doctorat. Je les guide vers la recherche-création, ce qui est tout à fait fascinant parce que c'est là qu'on se rend compte en fait de la manière dont on peut s'approprier cette démarche pour avoir des démarches qui ne soient pas formalisées de manière standard. Donc en fait, mon expérience, c'est surtout une expérience de directrice de mémoire et de thèse. C'est une expérience de recherche, j'allais dire, qui en vaut une autre, mais qui, disons, est très différente de ce qu'on peut faire quand on produit soi-même. J'ai un diaporama, encore une fois, assez copieux, mais j'espère que ça vous permettra de reconstituer le cheminement de cette pensée. Grosso modo, ça se divise en trois parties. Une première partie qui vise à poser la traduction comme un art d'interprétation. Vous allez voir que ça ne va pas nécessairement de soi. La deuxième qui pose la traduction comme création, comme acte créatif. Et puis une troisième partie qui cherche à situer la recherche-création au sein de la recherche d'une part, et plus précisément les pistes que peuvent revêtir la recherche-création en traduction. Le point de départ de cette réflexion, c'était la participation il y a quelques années à un colloque sur l'erreur culturelle en traduction. Ma pensée est partie de l'erreur en tant que telle et surtout du constat assez douloureux que partout en traduction, finalement, l'erreur est présente. Nulle pratique de la traduction, nul enseignement de la traduction, nulle recherche fondamentale ou appliquée portant sur la traduction qui ne renvoie implicitement ou explicitement à la notion d'erreur. D'où finalement cette approche que je déplore en fait souvent dans les colloques. Lorsqu'il s'agit de faire des études de cas, on voit, et c'est le cas souvent, j'allais dire en France, où la traductologie a un statut un petit peu particulier au sein de l'université, de voir des collègues qui analysent des traductions, qui présentent des traductions, qui comparent des originaux des traductions, mais s'empêchent difficilement d'avoir une approche prescriptive, cherchant à relever des erreurs plutôt qu'à observer des particularités de traduction chez des traducteurs ou traductrices. Et finalement, l'exercice revient trop souvent, à mon avis, à montrer un original, une traduction publiée,
et puis à corriger, puis à dire moi j'aurais fait ça. C'est une approche, je vais dire, prescriptive qui finalement n'apporte pas grand-chose à la recherche ni à la création, à mon sens. Autre constat, finalement, dans la communication humaine en général, même au sein d'une même langue, il y a ce qu'on appellerait une perte en ligne. Et là, je citerai Léniche, qui est un spécialiste de la communication en entreprise. Alors ça, c'est une autre particularité de ma démarche, c'est que j'emprunte, je vais butiner énormément de disciplines pour alimenter ma réflexion. Et c'est une des libertés qu'on a en traductologie. Donc, vous voyez ce que l'émetteur veut dire, son intention, indice 100, 100%. Ensuite, ce qu'il dit effectivement, 80%. Ce que le récepteur entend, 70%. Ce qu'il comprend, 50%. Ce qu'il retient, 20%. Et ce qu'il est capable de répercuter correctement, c'est-à-dire de répéter à quelqu'un d'autre, 10%. Ce schéma montre qu'entre le vouloir dire, pour reprendre une expression chère à la théorie interprétative de la traduction, le vouloir dire d'un auteur et ce que le récepteur, destinataire, lecteur, etc., est capable de répercuter correctement, eh bien, il y a une perte de 90%. Alors, pour faire bonne figure, en fait, j'ai cette citation que j'aime beaucoup de Bernard Werber, qui est un auteur français qui a écrit des romans de science-fiction et qui, en exergue de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, écrit ceci: entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. J'allais dire, cette incompréhension, cette errance de la communication et surtout de l'interprétation, elle est parfaitement, j'allais dire, admise au sein d'une même langue. Alors, il y a en traduction une espèce d'idéal de la perfection de la communication du sens. Cela dit, cette divergence d'interprétation, que certaines qualifient d'erreur, est inhérente au processus de communication en réalité. Pourquoi la communication multilingue y échapperait-elle? Pourquoi n'accepte-t-on pas de dire presque la même chose, comme l'écrit Umberto Eco en 2009, dire quasi la stessa cosa? Et mon hypothèse, qui est assez intuitive et qui est peut-être partagée par les collègues, c'est que d'une part, nous avons dans la tradition occidentale, en tout cas de la traduction et de la traductologie, cet héritage de la traduction biblique qui conduit à une forme de sacralisation du texte original, même si on ne traduit pas la Bible, mais de la littérature, et puis, d'une certaine manière, une sacralisation de l'auteur. Alors, quand on traduit, eh bien, il y a un défaut d'acceptation, finalement, de l'interprétation du texte original, en fait, et qui est peut-être hérité de cette vision du texte et d'une sacralisation excessive du texte lui-même et de son auteur, autrice, émetteur, émettrice. Alors, je citerai la théorie interprétative de la traduction. Alors, je ne suis pas, moi, diplômée de l'ESIT, mais comme tout le monde, je connais cette théorie. Maintenant que je suis directrice de cette école, j'éprouve un malin plaisir à la représenter. C'est une théorie qui a, comment dirais-je, révolutionné surtout l'enseignement en tant que tel de l'interprétation de conférences au départ, qui n'a que tardivement été appliquée à la traduction, puis à la traduction littéraire, et également à l'interprétation en langue des signes française, qui est une des spécificités de l'école. Elle repose sur ce triangle du sens, en fait, qui est que nous avons un texte source. La compréhension du texte source passe par une étape dite de déverbalisation et qu'ensuite, par le biais d'une réexpression, on arrive au texte cible. L'idée étant qu'il n'y a pas de lien direct dans son expression linguistique, en tout cas entre le texte source et le texte cible. L'interprétation du texte source, donc sa compréhension, passe nécessairement par une étape de déverbalisation. Je précise que ce concept de déverbalisation, en fait, suscite encore quelques interrogations. Peut-être qu'il y aurait des ouvertures du côté des neurosciences. Donc, on ne sait pas exactement. Toujours est-il que l'idée, c'est que on interprète le texte dans cette phase de déverbalisation où là, on va pouvoir reformuler plus librement et réexprimer le sens dans le texte cible. Alors, en fait, ce triangle du sens est hérité du triangle sémiotique de Peirce, qui lui a été créé en 1918. Nous avons l'objet, le signe. Entre les deux, il y a un lien qui, bien évidemment, est abstrait, puisque les deux ne sont pas égaux, que le signe est là pour renvoyer à un objet, et que cet objet, en réalité, fait référence à un interprétant qui est déverbalisé, qui est théoriquement partagé dans l'imagination, si on veut, de tous et toutes, des personnes qui reçoivent ce signe.
Et donc, voilà, renvoie à l'interprétant. Donc, on voit qu'il y a cette étape de déverbalisation au cours de laquelle on visualise le concept, l'objet, d'une manière qui est liée à notre interprétation. Parce que le problème se pose lorsque, finalement, l'interprétant que l'on a en tête ne correspond pas à l'objet que l'émetteur du concept voulait susciter, voulait évoquer. Je fais souvent cet exercice avec mes étudiants, enfin c'est tout simple. Je dis le mot arbre, simplement je demande quel arbre on a en tête. Alors selon les cultures, on a des arbres différents en tête. Et j'ai fait le test avec ma fille récemment et elle, je ne sais pas pourquoi, elle pense toujours à un chêne. Bon, moi j'ai mis une image de saule pleureur parce que c'est un arbre que je trouve joli, élégant. Mais donc voilà, on peut avoir en tête différents arbres, et sachant qu'en plus, il peut y avoir différentes symboliques attachées à l'arbre. Le problème se pose lorsque on interprète l'objet et que finalement, vous voyez qu'il n'y a pas de lien direct entre l'objet et l'arbre, forcément on interprète. J'en propose aussi un petit schéma un petit peu plus traductologique, vous allez comprendre pourquoi, parce que bon, en tant que traducteur, traductrice, forcément un de nos outils de travail, c'est le chat, qui côtoie les dictionnaires sur nos bureaux. Donc voilà, le signe c'est chat, l'interprète amène. Et puis ensuite, l'interprétant peut être divers. Je peux vous montrer cette photo. J'ai osé mettre des photos de deux de mes chats. Nous avons Shalimar, qui est une persane, et Ramsès. Alors, cette photo, il a un petit côté Einstein. Ramsès, qui était un magnifique siamois. Et ce que je trouve intéressant dans cette image, outre le fait que ça me permet de parler de mes chats dans une conférence, ce qui est toujours bon à prendre, je me souviens il y a quelques années d'une publicité de Bell Canada qui était en français et en anglais et qui faisait référence à un intérieur de luxe. Dans la publicité en français et en anglais, il y avait un chat, mais ce n'était pas le même. Il me semble, de mémoire, que l'intérieur de luxe en anglais était un chat siamois avec un mobilier plutôt design luxueux, et que l'intérieur de luxe dans la publicité équivalente en français était symbolisé par un chat persan avec un intérieur de style Louis XV classique français. Encore une fois, vous voyez que derrière un objet, derrière tous ces choix d'interprétation, il y a un tas d'implications idéologiques, enfin culturelles surtout. Ce n'est pas anodin. Alors moi, vous remarquez que j'ai possédé des chats des deux sortes, des deux races, donc finalement, ça fait de moi une traductrice. Autre image que j'aime beaucoup parce que je l'ai présentée pour la première fois en France et ça a été une révélation pour énormément de Français, vous allez comprendre. Il y a un petit peu de musique aussi, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je vais essayer de ne pas la faire jouer trop longtemps. Bon, vous avez reconnu, j'imagine. Sauf que vous mettez cette image et cette phrase, vous la soumettez à des Français, ce qu'ils voient, c'est effectivement une jeune personne, un jeune homme qui est assis et qui regarde l'eau, qui est tout seul sur une plage, qui regarde l'eau. Ce que les Français ignorent en général, c'est que les yeux dans l'eau, c'est qu'on a les larmes aux yeux, en fait, c'est qu'il est en train de pleurer. Ça n'a peut-être pas grande importance. C'est une divergence d'interprétation. Au final, le message est très bien compris. Hein. Il est loin de son aimé. C'est un amour d'été. Voilà, maintenant, il est tout seul et il est reparti. On comprend l'idée générale. C'est peut-être une erreur d'interprétation liée à une méconnaissance culturelle, mais c'est peut-être tout simplement une divergence d'interprétation sur un point comme celui-là. C'est peut-être pas si grave si le sens global de l'œuvre est compris. Alors, vous aurez compris effectivement pourquoi je partais de l'erreur et qui était une erreur culturelle. Donc maintenant, il y a beaucoup de Français qui depuis m'ont dit qu'ils n'entendaient plus, ils ne voyaient plus cette chanson de la même manière. Bon. Alors, un petit détour du côté de l'art conceptuel. Vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant. Il y a cette œuvre de Robert Morris qui date de 1962, qui s'appelle Card Files. C'est assez petit, là vous n'allez pas pouvoir lire en fait. J'en ai grossi un détail. Vous voyez ces petites cartes qui sont dans cette espèce de petit mini classeur. Elles sont toutes un titre. Donc, il y a locations, il y a ici losses, materials, mistakes, names, number, owners, possibilities et prices. Ce qui est intéressant, donc, c'est de placer mistakes ici, au cœur du processus de création. L'erreur fait partie du processus de création. Après, tout dépend, j'allais dire, de l'importance qu'on accorde à l'erreur, certaines erreurs étant plus ou moins importantes et certaines erreurs n'en étant pas, certaines erreurs étant tout simplement une divergence d'interprétation.
Pourquoi l'art conceptuel? Je prends cette phrase qui figure sur le site internet du Centre Pompidou, hein, qui est un centre d'art moderne à Paris. Le cheminement intellectuel du projet, gribouillis, esquisse, dessin, repentir, modèle, étude, pensée, conversation, a plus de valeur que l'objet présenté. Ce qui est intéressant donc dans l'art conceptuel, en fait, c'est que le produit final qui est présenté n'a de valeur que contextualisé par une explicitation de tout le cheminement intellectuel, intellectuel parce que c'est conceptuel, mais également artistique, finalement, qui a mené à la création de l'objet présenté. Et ça, je pense que c'est une démarche à laquelle on peut s'identifier en traduction, puisque lorsqu'on traduit, on met en œuvre un postulat traductif qui est une démarche qui précède la traduction et qui vise à établir une stratégie qui est fondée, par exemple, sur le type de texte, son origine, ses destinataires, sa fonction. Et vous voyez déjà que bon, ça, c'est une approche typiquement fonctionnaliste qui s'intéresse au scopos, à la consigne, à cette collecte d'indices qui précède la traduction elle-même et que l'on peut appliquer aussi à la traduction que l'on applique, on pense plus spontanément à la traduction pragmatique, mais qui peut s'appliquer aussi à la traduction artistique en général. Et là, je vous soumets cette citation d'un article que j'ai écrit il y a quelques années à propos de la littérature jeunesse et du postulat traductif, qui pose ce postulat traductif comme une hypothèse de traduction fondée sur des paramètres d'abord paratextuels, puis textuels et opératifs, qui prend la forme d'un cadre général guidant les micro-décisions qui jalonnent le processus de traduction et lui confère sa cohérence. Par contre, comme toute hypothèse, il peut être invalidé ou modulé par la découverte ultérieure de paramètres nouveaux ou contradictoires. Comme il est par ailleurs assujetti au processus interprétatif qui fonde la production de l'œuvre traduite, il peut être considéré comme aussi labile et intuitif que le processus créatif lui-même. Donc nous avons au départ une hypothèse de création, une hypothèse de traduction, de création, qui finalement peut évoluer au fur et à mesure que l'on crée. Je le dis, je l'écris, je l'affirme, tout simplement parce qu'il faut accepter cette évolution possible de l'hypothèse de départ et ne pas s'arrêter finalement à une hypothèse fixée dès le départ qui serait comme un cadre rigide. Et peut-être tout simplement, il y a un certain lâcher-prise à acquérir dans la manière dont on envisage le processus de traduction. J'en reviens un peu à la notion d'erreur, si on veut, de la relativité de l'erreur telle que posent les théories fonctionnalistes. Mais si l'on se réfère à d'autres types d'expressions artistiques, vous allez voir qu'à un moment donné, si l'on sort du cadre, on peut faire preuve d'audace ou être considéré comme hérétique. Je cite l'exemple d'un musicien que j'aime beaucoup. Vous l'aurez peut-être reconnu. Alors, rien n'est canonique dans sa manière de produire. Enfin, il est décédé maintenant. Vous le connaîtrez peut-être. Vous aurez reconnu du Bach. Alors, il se trouve que c'est Glenn Gould. Vous voyez, il n'a même pas de tabouret de piano. Il a une position qui est totalement hérétique, mais surtout l'hérésie qu'il a commise à l'époque, qui maintenant est parfaitement acceptée, c'est qu'il a joué du Bach au piano, ce qui peut être considéré comme un anachronisme, tout simplement, puisque Bach n'aura jamais composé pour le piano, l'instrument n'existant pas à l'époque de sa production. C'était des œuvres pour clavecin. Coup de génie ou anachronisme, tout dépend du crédit que l'on accorde à la licence artistique. Donc, à un moment donné, il a osé, et puis depuis, d'autres ont joué du Bach au piano, et maintenant, ça ne pose plus de problème à personne, ce qui pouvait être considéré comme une erreur, ou en tout cas une audace interprétative. Autre licence artistique, toujours en lien avec l'erreur, j'aime bien montrer ces deux portraits, ils me servent souvent d'ailleurs de support pédagogique. En réalité, il s'agit de portraits réalisés par le même peintre. Je pense que vous avez plus de chances de reconnaître le portrait de gauche. Donc, celui de droite, c'est l'autoportrait de Picasso à l'âge de 15 ans. Et celui de gauche, l'autoportrait du même Picasso réalisé à l'âge de 56 ans. Si vous ne voyez que le portrait de gauche, bon, bien sûr, vous avez une certaine culture, vous identifiez le style de Picasso, avec les deux yeux du même côté, un personnage avec des proportions douteuses, on ne sait pas si on le voit de face, les profils, enfin, c'est assez dérangeant. Vous montrez ça à quelqu'un qui n'a aucune connaissance dans le domaine des arts visuels, eh bien, on pourrait se dire que c'est un dessin fait par un enfant, de quelqu'un qui ne sait pas. Un dessin qui est plein d'erreurs en matière de perspective, en matière de portrait, etc. Quand on met les choses en contexte, on se rend compte que, d'ailleurs, je vous ai mis que deux portraits ici, Picasso a peint régulièrement, dessiné son autoportrait au fil des années, et l'on voit très bien l'évolution de son style. Ça veut dire qu'au départ, vous voyez, il était tout à fait capable de faire un portrait classique. Il a su s'affranchir de la norme pour arriver à créer avec un style qui lui est propre. Mais comme c'est Picasso, finalement, il a la légitimité de ce style
qui peut paraître fondée sur des erreurs en matière de dessin. Sauf que tout simplement, c'est une interprétation, c'est son regard, interprétation de son visage, interprétation du monde qui l'entoure. Donc, avant de parler d'erreur, il faut essayer de se demander si on n'a pas affaire à un traducteur ou une traductrice qui serait un petit peu Picasso, qui a fait des choix. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette image, parce que décontextualisée, on peut critiquer cette œuvre, mais une fois qu'on sait que c'est Picasso, parce qu'il y a eu du paratexte, on sait que c'est Picasso, on a lu sur Picasso, cela documente et renseigne notre vision de l'œuvre finale, eh bien, on a un tout autre regard et on est davantage porté à une vision descriptive, critique, au sens, j'allais dire, premier du terme, et non pas une vision prescriptive qui viserait à corriger le dessin de Picasso. Maintenant, justement, j'ai posé les prémices de ce que pourrait être une démarche descriptive de la traduction et surtout en quoi la traduction est une interprétation. J'aime beaucoup cette citation de Markovitch, André Markovitch, qui est un traducteur français qui est connu pour avoir retraduit Dostoïevski, pour avoir traduit tout Tchekhov et aussi, avec sa compagne Françoise Morvan, avoir traduit aussi Shakespeare en pièces de théâtre, donc les pièces de théâtre de Shakespeare. Dans une interview, dans un hebdomadaire, il a dit « Quand vous lisez Dostoïevski, il faut le lire en russe, sinon vous ne lisez pas Dostoïevski, ce que vous lisez, c'est une interprétation. » C'est, je dirais, le début d'une autre vision des traducteurs et traductrices dans les années 90, lorsqu'on a commencé à voir les traducteurs et traductrices pour des interprètes potentiels, parce que là, on a vu fleurir différents modes de traduction, et Markovitch en est une illustration. Lui dit « J'interprète le texte ». C'est ce qu'il pose, et reste à nous de trouver un arsenal théorique pour étayer cette affirmation. En tant que praticien, s'il le dit, il est légitime à le dire, mais on peut aussi, en tant que traductologue, essayer d'étayer donc cette affirmation, encore une fois, par des outils théoriques. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que là, je suis allée voyager du côté de collègues et amis musicologues, qui sont d'ailleurs les premiers à m'avoir ouverte à la recherche-création. Et ce qui est intéressant, c'est que du côté de la musicologie, on emprunte la métaphore de la traduction pour expliquer pourquoi la musique est un art d'interprétation, ce qui pour nous ne fait aucun doute. Et maintenant, je serais tentée, moi, d'utiliser la métaphore de la musique pour expliquer en quoi la traduction est un art d'interprétation. Alors justement, vous voyez cette citation de Franck, qui est musicologue, qui explique que la musique est un art d'interprétation parce que, du moins dans notre tradition moderne occidentale, elle est notée et écrite, et qu'en conséquence, le musicien devrait la traduire. Intéressant quand même. Il devrait transformer la visibilité, la spatialité, la lisibilité et l'articulation logique des signes, des notes ou des énoncés de la partition en la sonorité, la temporalité et la continuité vivante, apparaissante et disparaissante des sons, de leur hauteur ainsi que de leurs rythmes audibles, bref, de leur dire. C'est vraiment intéressant parce qu'il fait ce parallèle, il utilise l'analogie de la traduction en partant de la partition qui est écrite et de l'interprétation qu'en fait le musicien ou la musicienne. Et donc, considérer la partition comme un dire qui doit être traduit par les interprètes de musique. On n'imaginait peut-être pas que les musicologues avaient besoin de légitimer en fait le rôle interprétatif de l'interprète via la traduction. Eh bien, apparemment, oui, ils avaient besoin de cette légitimité, donc à nous de nous approprier la leur en retour. J'ai découvert justement cette vision théorique d'un spécialiste d'art visuel, pas des arts, en tout cas de l'épistémologie des arts, qui est Goodman, dans les années 90, en 1990 précisément d'ailleurs, et qui distingue deux formes d'expression artistique, deux types d'art. Premièrement, l'art dit autographique, qui est caractérisé par l'unicité de l'œuvre, la non-reproductibilité de cette œuvre et le caractère achevé de l'œuvre. À ce type d'art s'oppose l'art dit allographique, caractérisé par deux modes d'existence, soit l'immanence idéale et la manifestation physique, et dans lequel l'œuvre physique n'est qu'une occurrence parmi d'autres d'une partition dont la reproduction mécanisée ou manuscrite correcte n'est point de contrefaçon, mais la même partition de la même œuvre. Alors, je vais vous montrer tout simplement des exemples d'art autographique. Le Penseur de Rodin et La Joconde. Ce sont deux œuvres uniques. Le Penseur de Rodin est visible à un endroit précis de Paris, exemplaire unique. Si vous refaites un Penseur de Rodin, c'est une reproduction, une contrefaçon. Ce n'est pas l'œuvre originale. Donc l'œuvre est unique, non reproductible, et elle est achevée en tant que telle.
La Joconde, exactement de la même manière, il n'y a qu'un exemplaire de la Joconde, elle est au Louvre. Donc, si vous reproduisez la Joconde, eh bien, vous en faites une contrefaçon. Alors, on arrive maintenant à la musique en tant que telle, qui est décrite comme un art allographique à deux phases. Il y a la composition d'une part et l'interprétation, ces deux phases étant indissociables pour qu'existe l'œuvre physique. Donc, vous avez une partition, au hasard encore une partition de Jean-Sébastien Bach, c'est le concerto italien, et puis différentes interprétations. Alors, celle de Mireille Lagacé au clavecin, celle de Glenn Gould au piano, celle d'Alfred Brendel également au piano. Il y en a d'autres, mais enfin ça fait partie des interprétations qui sont considérées comme majeures. Et en fait, ce sont des interprétations qui ne sont pas mises en concurrence. On peut les comparer, on peut en préférer une à l'autre ou plusieurs à d'autres, mais chacune est légitime en tant que telle. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise interprétation, il y a juste des visions artistiques différentes à partir de la même partition de Jean-Sébastien Bach. Alors, la littérature, elle, est considérée comme un art allographique, mais à une seule phase, parce que, disent les spécialistes, la lecture n'est pas une exécution. Donc, j'ai ici, pour reprendre quelques exemples de cet écrivain que j'aime beaucoup, Les Fourmis de Bernard Werber. Vous pouvez avoir différentes couvertures, différentes éditions. C'est toujours la même œuvre. Et chacune des éditions ne constitue en elle-même qu'une seule phase, qui est l'édition, le livre, l'objet livre et l'édition de l'œuvre. Ensuite, eh bien, la lecture n'est pas considérée comme une interprétation. C'est, pour utiliser un terme qui peut être contestable dans le domaine artistique, mais c'est l'état de la consommation, comme l'écoute musicale par les auditeurs et auditrices est l'acte de consommation de l'œuvre d'art. D'après Goodman, un poème non récité n'est pas aussi délaissé qu'une chanson non chantée. Une chanson n'existe que par son interprétation et donc l'audition, encore une fois. Mais un poème, il est écrit, si on ne le récite pas, il n'est pas délaissé en tant que tel, il en demeure pas moins une œuvre d'art, puisque dans la littérature, la phase unique de diffusion de l'œuvre, c'est l'écrit. Qu'on le récite, c'est une autre modalité, mais ce n'est pas obligatoire. Alors maintenant, moi, je me pose la question de savoir si la traduction de ce même poème ne constituerait pas une deuxième phase, en quelque sorte. Et si définir la traduction comme deuxième phase virtuelle ne pourrait pas établir celle-ci comme art d'interprétation à part entière. C'est pour ça que, selon ce modèle théorique, je propose que l'on considère la traduction comme un art allographique à deux phases, comme la musique en fait. Dans un article ultérieur, une contribution à un collectif, en fait, je proposais que la traduction des littératures soit une actualisation d'une potentialité interprétative inhérente à l'œuvre littéraire et qu'elle consiste donc en la création allographique d'une œuvre secondaire issue de l'interprétation d'une œuvre primaire. C'est la construction théorique que je propose en fait pour légitimer le fait que, à l'instar de la musique, en fait, la traduction soit considérée comme un art d'interprétation et que la littérature elle-même soit, dans cette perspective-là, considérée comme un art allographique à deux phases, comme la musique. La question qui se pose est le statut de la retraduction, en fait, et je mets entre parenthèses, vous allez comprendre pourquoi. La retraduction est généralement abordée comme un phénomène diachronique. On étudie plusieurs traductions à travers les époques, selon une chaîne temporelle qui lie un original et ses traductions successives, avec parfois la vision d'un lien d'interdépendance, ou en tout cas de dépendance de la dernière traduction par rapport aux traductions précédentes. Et puis, dans la vision classique de la retraduction, il y a une forme de hiérarchie fondée sur l'antériorité, d'où le terme de grande traduction utilisé par Antoine Berman en 1990. Et certains vont même, alors là je cite un auteur que je ne prise pas particulièrement, mais je trouve que son expression peut résumer la vision que peuvent avoir beaucoup de critiques par rapport à la retraduction. Lui, il parlait d'une nouvelle traduction de Gatsby le Magnifique, qui a été publiée dans les années 2010 peut-être, en disant que la retraduction consistait à faire un exercice parfaitement vain, c'est-à-dire à refaire un travail qui a déjà été fait en moins bien. Donc là, en l'occurrence, pour la traduction qui avait été publiée. Donc il y a cette espèce de légitimité ou défaut de légitimité de la retraduction, avec en arrière-plan
la notion de grande traduction. Alors, pour repenser la retraduction dans la perspective de la vision de la traduction comme art d'interprétation, on peut voir deux pistes de réflexion principales, qui est premièrement la reconnaissance de la pluralité des postulats traductifs possibles. Donc, il n'y a pas un seul postulat traductif possible. Alors là, je résume énormément, mais ces postulats traductifs sont souvent propres à une époque. Mais depuis les années 90, il peut y avoir des traductions qui soient sourcières ou ciblistes. Disons que la vision que l'on en a est davantage fonctionnaliste et qu'on peut avoir une coexistence de plusieurs postulats traductifs. Par contre, pour des raisons, j'allais dire, commerciales évidentes, on verra difficilement plusieurs éditeurs éditer des traductions différentes au même moment, en fait. C'est pour ça qu'il y a quand même une certaine historicité, enfin diachronicité, parce qu'ils ne vont pas se faire concurrence nécessairement, le lectorat n'allant pas nécessairement, les lecteurs et lectrices, comparer différentes traductions entre elles. Il faut également donc envisager la reconnaissance de la pluralité des interprétations possibles de l'original, en diachronie ou non, c'est-à-dire dire il y a un original, mais plusieurs interprétations possibles, et je vais y revenir parce que j'ai un exemple concret en tout cas à vous soumettre. Et puis finalement, peut-être simplement, au lieu de parler de plusieurs retraductions, parler de plusieurs traductions, c'est-à-dire envisager davantage l'original comme, si on veut, le noyau d'une constellation autour duquel gravitent différentes traductions possibles, mais qui ne sont pas nécessairement considérées comme des tentatives de retraduire un original, mais plutôt des interprétations différentes, comme je vous ai montré tout à l'heure les différentes pochettes de CD des interprétations du concerto italien de Bach. Et donc, pour revenir à l'exemple de The Great Gatsby, eh bien, on a donc la première traduction, une nouvelle édition, etc. Et cette fameuse nouvelle traduction intitulée seulement Gatsby, qui a donné lieu à cette critique plutôt acerbe de Beigbeder. Alors qu'en réalité, eh bien, on peut très bien simplement lister les traductions. Bon, on voit qu'il y a une certaine historicité, mais en même temps, on voit là, 2007, 2011, 2012, 2013, il y a 2 traductions publiées en 2013 d'ailleurs, une en 2014. Donc là, ça se précipite un petit peu. Mais vous voyez, depuis 1926, voilà, ça fait 11 traductions. Ben, on peut les considérer comme aussi valides les unes que les autres si on considère que chacune répond à un postulat traductif. J'en viens maintenant à ma deuxième partie sur la traduction comme création. C'est une partie un peu technique si on veut. Je suis allée là faire une incursion du côté des textes de loi et des statuts, des conditions d'admission, d'adhésion plutôt dans les associations de traducteurs littéraires en France et au Canada. Pour l'Association des traducteurs littéraires de France, une des conditions, c'est avoir signé un contrat d'édition pour la traduction d'une œuvre de l'esprit au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est le terme d'œuvre de l'esprit. Alors là, je vous fais grâce de la liste de tout ce qui est considéré comme œuvre de l'esprit et surtout, il y a une liste intéressante de tout ce qui n'est pas considéré comme œuvre de l'esprit. Donc là, pour l'instant, je m'en tiens à ce qui nous concerne plus directement. Donc, sont considérés comme œuvre de l'esprit les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques. Il est important de mentionner que là, on désigne nommément les auteurs de traduction d'œuvres d'esprit comme jouissant de la protection instituée par le Code de la propriété intellectuelle, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, mais tout ça pour dire que les auteurs et autrices de traduction sont considérés comme des auteurs et des autrices au sens de la loi. Qu'est-ce qu'un livre? On peut s'imaginer qu'on le sait intuitivement, mais rappeler quelques définitions, en fait. Et en fait, les définitions reposent généralement sur celle-ci qui a été émise par l'UNESCO en 1964. C'est une publication non périodique, imprimée, comptant au moins 49 pages, pages de couverture non comprises, et éditée dans le pays, offerte au public. Donc, éditée dans le pays, c'est-à-dire qu'un livre fait l'objet d'un processus éditorial et que, vous voyez, la différence entre un livre et une brochure, c'est le volume. Donc, on considère que c'est à partir de 49 pages, donc une cinquantaine de pages, que l'on considère un objet papier relié, édité, comme un livre. Et la définition de la Direction générale des impôts. Donc, un livre est un objet, un ensemble imprimé ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit. Tout ça pour dire que les œuvres de l'esprit sont concrétisées par un livre qui fait l'objet d'un processus d'édition. Et que donc, pour adhérer à l'Association des traducteurs littéraires de France, il faut avoir publié au moins un livre répondant à cette définition, enfin, une œuvre de l'esprit répondant à cette définition. Pour l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada, il faut avoir à son actif
la traduction d'au moins une œuvre littéraire, essai, roman, recueil de poésie ou de nouvelles, biographie, pièce de théâtre, qui a été publiée par une maison d'édition reconnue. Donc les livres auto-édités ne sont pas admis, bien sûr. Si on édite à compte d'auteur, ça ne compte pas comme œuvre littéraire. Il faut que ça passe par le processus éditorial. C'est à peu près les mêmes conditions. Le Conseil des arts du Canada soutient la littérature de création dans tous ses genres et formes. L'essai littéraire est un des genres soutenus par le Conseil. Alors là, on parle de littérature de création. Donc déjà, moi, je me fonde sur cette définition en fait, du Conseil des arts pour poser la littérature comme art de création, bien sûr, et parmi les œuvres susceptibles de faire l'objet d'un droit d'auteur, il y a toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale, s'entend de toute production originale, de tout domaine littéraire, scientifique ou artistique, quel qu'en soit le mode de forme d'expression. Donc là encore, on parle de compilation, livres, brochures et autres écrits. On voit que le droit d'auteur a une extension un peu plus large, au Canada en tout cas. Mais surtout, les traductions sont considérées comme des productions originales. Donc, ce sont des œuvres de création et comme production originale. Donc, j'allais dire pour moi, ça justifie le fait que l'on considère, si au plan juridique, la traduction est considérée comme une création originale, il n'y a pas de raison qu'au plan traductologique, au plan épistémologique, on ne la considère pas comme une création originale. Ce qui peut nous pousser après à des réflexions un petit peu plus subversives sur la place relative de l'original et de la traduction. Donc, en somme, un traducteur ou une traductrice littéraire est un auteur ou une auteure qui traduit des œuvres de l'esprit, prenant la forme de livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques, d'une longueur significative, faisant l'objet d'un contrat avec un éditeur et générant des droits d'auteur. Un traducteur littéraire peut être un traducteur scientifique. On parle souvent de traducteur littéraire, on devrait parler de traducteur d'édition, mais vous avez vu qu'au terme du droit d'auteur, on parle d'œuvre de l'esprit, de création littéraire, artistique ou scientifique. Donc on les place sur le même plan, ce qui est intéressant. Et ce qui est important de retenir, c'est que la traduction est considérée comme une production originale et donc une création. Peut-être que c'est un petit peu tiré par les cheveux de passer par ce biais-là. Je suis passée par d'autres types de disciplines auparavant. Là, je me fonde un peu sur un argument légal. Ça vaut ce que ça vaut, mais il n'empêche que ça peut quand même servir à légitimer, j'allais dire, notre démarche de reconnaissance de la traduction comme création. Point intéressant, c'est mon expérience de directrice de thèse en recherche-création qui entre en ligne de compte. La traduction est un gain. Il y a quelques années, une postulante au doctorat de traductologie de la Sorbonne Nouvelle vient me voir et m'expose sa vision. En fait, elle voulait faire une thèse de recherche-création. Elle ne savait pas encore que ça s'appelait recherche-création, mais elle voulait traduire une œuvre dans le cadre de sa thèse. Elle était très enthousiaste. Et ce qui m'a vraiment énormément plu dans sa démarche, c'est que plutôt que de parler de deuil, de perte, de dire presque la même chose et d'à peu près, comme souvent on l'entend dire dans une démarche de traduction, elle, d'emblée, affirmait, mais la traduction, c'est un gain. Ne serait-ce que parce que la traduction existe. Elle vient en plus du texte original. Rien que par son existence, c'est un plus, c'est un gain. Et là, je reprends un auteur qu'elle cite dans sa thèse, qu'elle a soutenue il y a maintenant un peu plus d'un an. Le traducteur ne fait pas que transmettre un discours, il le multiplie. En ce sens, il est en quelque sorte un décupleur de discursivité. Il agit comme interprète de l'auteur, cette autorité supposée par le créateur-auteur, et participe à la puissance de l'auteur contractant en décuplant la diffusion de l'œuvre. Il devient par ailleurs lui aussi une autorité. Il participe à l'effacement de l'auteur d'origine en redonnant au texte son rôle central, tandis que son apport est une interprétation au service du sens de l'œuvre. Ce faisant, le traducteur est décidément au cœur des procédés d'intertextualité qui permettent de définir la notion d'auteur. En fait, c'est Valérie Bouchard qui a écrit ces lignes et qui est juriste à l'origine et qui a, dans un collectif que j'ai dirigé justement, qui a été publié aux presses de l'Université d'Ottawa en 2021, qui a élargi un petit peu, parce qu'elle a par ailleurs étudié en littérature, mais au final, elle est juriste spécialisée dans le droit d'auteur, élargi cette notion d'auteur justement en expliquant de quelle manière le traducteur pouvait contribuer à décupler la discursivité proposée par l'auteur. Je trouve ça vraiment très fort et vraiment très inspirant. De son côté, Pauline Jacon, c'est le nom de ma doctorante, qui est maintenant une jeune docteure,
affirme, elle, tout simplement, le texte source est enrichi d'avoir été traduit. L'intraduisible, la contrainte, la perte, voire le deuil, catalyse un gain créatif. Donc même tout ce qui peut être considéré comme négatif, ou en tout cas comme en creux dans le processus créatif de la traduction, eh bien ça catalyse un gain créatif en fait, puisque ça contraint en quelque sorte à produire malgré tout quelque chose, à apporter quelque chose dans la traduction pour l'original. Et ce qu'elle dit ensuite, la pensée traductive dévoile l'inconnaissance et pousse son sujet à la poursuivre jusque dans la pratique traductive et qu'il explore et la reconstruit. Donc elle voit dans le processus de traduction elle-même comme un procédé heuristique de découverte de la connaissance en fait, et que le fait de traduire lui-même permet de dévoiler l'inconnaissance, mais d'augmenter la connaissance. Donc c'est là qu'il y a cette notion de gain. Et j'en reviens maintenant à la retraduction, avec toujours ces parenthèses, avec cette citation que j'aime beaucoup d'Umberto Eco, pour qui une bonne traduction est toujours une contribution critique à la compréhension de l'œuvre traduite. Une traduction oriente toujours à un certain type de lecture de l'œuvre, comme le fait la critique proprement dite. Dans ce sens aussi, les traductions de la même œuvre s'intègrent entre elles, car souvent, elles nous amènent à voir l'original sous des points de vue différents. Là, c'est une vision tout à fait différente de la grande traduction et de ce côté diachronique des retraductions. Ce qu'on a, c'est un original, une production artistique et sa constellation d'interprétations possibles. C'est ce que j'apprécie beaucoup dans la démarche d'Umberto Eco, qui faisait preuve d'une grande ouverture et d'une grande humilité lorsqu'il abordait la question de la traduction, se fondant aussi sur son expérience d'auteur traduit. Et j'en viens là justement à un exemple que j'aime beaucoup, qui est une étude, un mémoire de maîtrise qui a été fait il y a un certain temps par Sophie Martineau, qui était une de mes étudiantes à l'Université Laval, et qui est venue à un moment donné avec un projet de mémoire portant sur l'étude de la comparaison de deux traductions de The Apprenticeship of Dudley Kravitz de Mordecai Richler. Donc deux traductions. La première réalisée un an après la publication du roman par une traductrice française, publiée aux éditions Julliard, et puis une traduction québécoise publiée 16 ans plus tard et réalisée par Jean Simard. En fait, je me souviens là encore, et je trouve ça important de le mentionner dans un séminaire de maîtrise, en fait, il faut que vous ayez conscience que vous nous inspirez et que on vous regarde vous épanouir dans la recherche, on voit votre pensée évoluer. Et puis tout ça, en fait, ça nourrit notre réflexion. Vous voyez, je vous parle de mes étudiants et étudiantes de maîtrise, de master et de doctorat. Et bien tout ça, ça vient enrichir notre réflexion et notre enseignement aussi, mais notre réflexion. Donc tout ce que vous faites n'est pas anonyme, même si on peut vous inspirer par moments, et bien vous aussi, vous nous inspirez. Donc Sophie Martineau est arrivée dans mon bureau avec ce projet totalement épidermique. Et vous allez comprendre, lorsque l'on lit une traduction d'un roman nord-américain écrit en anglais, traduction faite en France, eh bien, il n'est pas rare d'avoir une réaction épidermique face à ce qu'on appelle souvent des traductions hexagonales, en référence à la forme tout simplement géographique de la France. Et Sophie Martineau avait été choquée par la manière dont cette traduction publiée en 60 en France malmenait les réalités culturelles québécoises et montréalaises, mais vraiment de manière grossière. Et c'était vrai. Elle a analysé un tas d'exemples. Les noms de rues qui étaient en anglais dans le texte original étaient laissés en anglais dans la traduction française. Je pense qu'il y avait aussi à un moment donné le surnom de Maurice Richard, The Rocket, qui avait été traduit. Et puis, bon, un tas d'aberrations, en fait, qui étaient tout simplement liées au fait que la traductrice ne connaissait pas la réalité culturelle montréalaise, qu'elle n'avait pas du tout fait les recherches qu'on aurait pu attendre pour traduire tout cela. Alors, elle a mis 3 ans à faire son mémoire, et ce qui est intéressant, c'est que sa pensée a évolué. Elle a pu évoluer sainement parce qu'elle a fait vraiment une analyse extrêmement rigoureuse, avec des critères extrêmement rigoureux. Et au final, elle est arrivée à la conclusion que Elisabeth Gilles Nemirovsky avait interprété Richler, ou son œuvre, comme celle d'un écrivain juif anglophone nord-américain. C'est-à-dire que la réalité montréalaise et québécoise n'était pas spécifique, donc il était nord-américain tout simplement. Il était anglophone puisqu'elle a traduit de l'anglais au français, et que surtout, en fait, elle a mis en évidence le caractère juif de l'œuvre et la judéité, en fait, des personnages, et que cet aspect-là était particulièrement bien traduit et traduit avec soin. Donc, finalement, dans son projet interprétatif, elle avait été parfaitement cohérente. De son côté, Jean Simard
avait vu Richler comme un écrivain anglo-montréalais. Donc, toutes les réalités culturelles étaient parfaitement bien traduites. On se voyait vraiment à Montréal, à Québec et à Montréal. Et tout y était décrit de manière à ce que des francophones de Montréal se retrouvent. Mais par contre, tout l'aspect en lien avec la religion juive avait été minoré, voire parfois ignoré. Son interprétation n'était pas exempte, on va dire, d'omission, si on veut, elle n'était pas exempte de critique. Mais au final, chacune des versions, des interprétations de romans de Mordecai-Richler, avait, selon elle, une cohérence qui en faisait une interprétation particulière. Donc, d'un constat épidermique, elle en est arrivée à la reconnaissance de la pluralité des postulats traductifs, en quelque sorte. Donc, je trouve que cette démarche est intéressante parce qu'elle nous permet de prendre conscience des limites de l'approche prescriptive, surtout lorsqu'on s'attarde simplement à la traduction d'un mot qui a été mal traduit. Finalement, il faut voir le projet d'ensemble, bien sûr, c'est perfectible, mais une approche descriptive est probablement beaucoup plus porteuse qu'une approche purement descriptive consistant à simplement faire un relevé des erreurs. J'en viens maintenant au point auquel m'a amené toute cette réflexion, qui est celui de la recherche-création en traduction. Alors, comme je le mentionne souvent dans mes séminaires de master, je rappelle les différents types de recherche. Premièrement, la recherche fondamentale qui vise à élargir la base de connaissances scientifiques ou théoriques. Je schématise parce que bon, ce sont des types de recherche et j'essaye de les rendre applicables directement à nos objets de recherche à nous. La recherche appliquée qui vise à résoudre un problème concret. C'est un type de recherche que l'on privilégie beaucoup à l'ESIT parce qu'on cherche à privilégier les sujets de recherche qui sont en lien avec la pratique professionnelle, de la traduction et de l'interprétation d'ailleurs. Souvent, la recherche porte sur la littérature, donc on essaye d'enrichir une traductologie assez générale et pas uniquement littéraire. Cette recherche appliquée s'appuie sur la recherche fondamentale. C'est ce que vous faites lorsque vous établissez un cadre théorique ou que par la suite vous faites un état de la question. On s'appuie sur la recherche fondamentale. Cette recherche appliquée va à son tour alimenter la recherche fondamentale, puisque c'est à partir de problèmes concrets. Vous savez que le lien entre théorie et pratique en traductologie est vraiment essentiel. Cette recherche appliquée en traductologie va véritablement nourrir la recherche fondamentale. Il y a un autre type de recherche qui est de plus en plus prisé. Alors moi, je le vois à l'œuvre en interprétation en langue des signes française. On a des projets qui visent vraiment à établir des liens avec les milieux de pratique. C'est un type de recherche qui associe des universitaires et puis des personnes qui sont concernées par le sujet, donc qui sont des profanes en recherche, mais qui vivent la réalité qui fait l'objet de la recherche. Donc ça favorise véritablement le décloisonnement entre praticiens, praticiennes et théoriciens, théoriciennes. C'est vraiment très valorisant même pour les chercheurs et chercheuses parce que ça met vraiment en avant la pertinence sociale de la recherche et l'utilité de la recherche pour le grand public. C'est souvent une recherche militante. Alors, il y a maintenant de plus en plus de recherches qui se fondent sur la théorie du standpoint ou du positionnement. J'ai une mastérante en traductologie qui a travaillé sur des projets de LSF, donc langue des signes, qui se destine à faire un doctorat et qui vise à mettre au cœur de sa recherche vraiment le projet militant et à se positionner comme tel. Ce qui est assez nouveau, novateur, difficile à mettre en place aussi parce qu'on pourrait y opposer la nécessité d'une certaine objectivité. Donc, assumer sa positionnalité et le côté militant permet de contrer les critiques à la base et puis de se situer en tant que chercheur ou chercheuse au sein de la recherche et au centre de la recherche. Donc, ce qui est intéressant, ce type de recherche permet d'agir sur la réalité vécue par des prises de conscience, des recommandations, etc. Et donc, c'est là qu'on voit de quelle manière ça s'intègre comme action, puisque c'est une recherche qui vise à faire évoluer les choses, à faire évoluer une situation, à trouver une solution, peut-être à un problème identifié. Maintenant, il y a également la recherche-création, alors qui est assez embryonnaire en Europe d'une manière générale. Ce qui est intéressant, je reviens au tout début, lorsque René Lemieux disait que j'étais une pionnière. Moi, en fait, je me suis inspirée de tout ce que j'ai appris, vu, observé au Québec, à l'Université Laval en particulier, où j'ai eu la chance de côtoyer Sophie Stevens en particulier, qui est titulaire d'une chaire de recherche du Canada en musicologie, en recherche-création à l'Université Laval. Alain Beaulieu, que vous connaissez peut-être aussi, qui est écrivain et qui encadre des mémoires et des thèses de recherche-création depuis des années, que je vais inviter dans mon prochain séminaire doctoral. Je m'inspire de ce que j'ai observé au Québec pour l'importer maintenant en France, où il y a une vision assez traditionnelle qui perdure, mais ça commence à porter ses fruits. Je me fonde sur les définitions des organismes subventionneurs, respectivement canadiens et québécois,
pour vous présenter ce que devrait être, en quoi consiste la recherche-création. Donc, c'est une approche de recherche qui combine des pratiques de création et de recherche universitaire et qui favorise la production de connaissances et l'innovation grâce à l'expression artistique, à l'analyse scientifique et à l'expérimentation. Donc, vous voyez, normalement, la recherche-création ne vise pas uniquement l'expression artistique, mais aussi donc l'analyse scientifique et l'expérimentation, ce qui peut donner lieu à des projets hybrides qui combinent une innovation technologique avec la création. Je vais vous expliquer un projet fait par Robert Fagui à l'Université Laval, qui est un castelet électronique. C'était une maquette de scène favorisant la scénographie en fait au théâtre, qui avait été réalisée en lien avec la faculté d'ingénierie, enfin je ne sais plus quel était le nom de la faculté, mais à des fins d'expérimentation artistique, mais fondée sur un projet concrètement technique. Donc c'est vraiment intéressant comme combinaison de deux savoir-faire. Je vous laisse prendre connaissance de la citation. Par recherche-création, le fonds désigne toutes les démarches et approches de recherche qui favorisent la création et visent à produire de nouveaux savoirs esthétiques, théoriques, méthodologiques, épistémologiques ou techniques. Toutes ces démarches doivent impliquer de façon variable des activités créatrices et artistiques. Donc on voit qu'il peut y avoir aussi des prototypes, etc. Et la problématisation de ces mêmes activités par le biais d'une saisie critique et théorique du processus, conceptualisation, etc. Il y a la production d'une œuvre ou d'un prototype, etc. Mais en même temps, il faut problématiser cette activité de création. Il ne suffit pas donc de juxtaposer la recherche et la création. En traduction, justement, cela ne peut pas consister en un simple commentaire de traduction. Il faut que ça aille au-delà de ça et qu'il y ait véritablement un va-et-vient entre l'activité de recherche et la création. Car il n'est pas de recherche-création sans aller et venue entre l'œuvre et le processus de création qui la rend possible et la fait exister. Donc il y a un processus d'itération et de va-et-vient entre l'œuvre elle-même et la création. Je vais vous expliquer, vous donner un petit exemple en musicologie, vous allez mieux comprendre l'intérêt que ça peut revêtir. Parce qu'il existe deux approches, la première en première personne et la deuxième en troisième personne. Alors, en première personne, c'est lorsque l'artiste se penche sur sa propre pratique. Et en troisième personne, c'est lorsque l'œuvre est analysée par des chercheurs et chercheuses qui sont autres que l'artiste. Sophie Stevens, à l'Université Laval, a à un moment donné travaillé sur les œuvres de Tanya Tagaq, que vous connaissez peut-être, qui est une chanteuse inuite qui produit de la musique pop, si on veut, dans laquelle elle intègre des chants de gorge qui sont typiques de la culture inuite. Et elle a analysé, avec son équipe, la scénographie en particulier de Tanya Tagaq. Donc avec des capteurs, etc. Il y a tout un tas de matériel électronique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait cette analyse de la scénographie, des déplacements sur scène de Tanya Tagaq, et après, des moments d'échange avec l'artiste elle-même, qui permettaient à l'artiste de prendre conscience de certaines de ses démarches et éventuellement de les amender, les perfectionner. Donc voilà, le processus créatif était alimenté par l'observation faite par les chercheurs et chercheuses. Et donc, il y avait une véritable collaboration. Alors, on voit bien en traductologie comment on pourrait faire de la recherche-création en première personne, lorsque tout simplement on a un traducteur ou une traductrice qui traduit et se regarde traduire, sous une forme que je vais vous expliquer, même si là, je ne vais pas la détailler. En troisième personne, on voit bien comment un ou une chercheur, chercheuse observe un traducteur ou traductrice et donc analyse l'œuvre et puis éventuellement trouve le moyen d'analyser son processus créatif. Donc là, on peut faire preuve de toute l'imagination méthodologique possible. Je vous citerai certains exemples pour montrer que vraiment tout est possible et qu'il ne faut pas se fixer de limites. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est si à un moment donné, le projet de recherche-création pouvait être initié par le traducteur ou la traductrice qui va convoquer, on va dire, le savoir-faire d'un traductologue ou d'une traductologue pour analyser son processus et donc se rendre lui-même plus actif, profiter de ce regard extérieur sur sa pratique. Ça pourrait être envisageable. Alors après, il y a peut-être des difficultés, j'allais dire, au plan administratif et pour que ce soit un traducteur ou une traductrice qui soit porteuse de projet, mais pourquoi pas, dans l'absolu. La recherche-création vise à laisser place au processus dynamique de la composition au lieu de considérer l'œuvre elle-même dans sa fixité, voire sa sacralisation patrimoniale. Je pourrais reconvoquer dans vos esprits l'image du penseur de Rodin dans sa sacralisation patrimoniale. Voilà, le penseur de Rodin, maintenant, il est là, il est posé sur un socle, on l'admire. Et finalement, l'idée de la recherche-création, ce n'est pas ça,
c'est plutôt proche de l'art conceptuel, qui est de considérer le card files vraiment comme au cœur du processus de création, et de voir comment on peut documenter ce processus de création et son lien avec l'œuvre finale. Et pour Boutet, la recherche-création va bien au-delà de la seule théorisation de ses agirs par l'artiste pour commencer aussi à déplier la vision du monde qui est repliée autant dans ses œuvres que dans son œuvré. Et là, je me suis rappelé que Sophie Stevens et Serge Lacasse avaient à un moment donné formalisé la recherche-création en musicologie, alors en se fondant encore une fois, eux aussi, sur la métaphore de la traduction, en se fondant aussi sur un ouvrage de Donald Shawn, qui était un spécialiste de la pédagogie, qui avait écrit un ouvrage dont le titre français traduit était Le praticien réflexif à la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel. Là, ce qui est très intéressant, c'est d'aller chercher ce que Donald Shawn a écrit pour des professionnels, par exemple, dans le domaine, enfin, n'importe quel professionnel en exercice, que ce soit des ingénieurs, des professionnels du domaine de la santé, cette notion de praticien réflexif qui fait que tout praticien, toute praticienne, doit à un moment donné prendre le recul nécessaire pour s'observer, observer sa pratique et aller découvrir des nouveaux savoirs dans sa pratique, ce qui lui permet de les formaliser, éventuellement de les transmettre, mais en tout cas de se perfectionner. Et donc, c'est cet arsenal en fait d'autoréflexivité qu'ils sont allés chercher pour justifier finalement la réflexivité que l'on peut appliquer à la création artistique, en l'occurrence musicale. Mais l'intérêt de cette vision des choses, c'est aussi de se dire que on peut avoir une approche réflexive en traduction artistique comme en traduction pragmatique, et que finalement, on pourrait presque envisager la recherche-création en traductologie comme portant sur des objets autant littéraires que non littéraires, ce qui serait assez iconoclaste. Donc il faut voir la recherche-création en traduction comme une pratique réflexive qui interroge et nourrit les processus créatifs. Je trouve pertinent de se rappeler du modèle de l'art conceptuel ou conceptualisé. Cela peut donner lieu en traductologie, en traduction, à la réalisation d'un journal de création ou d'un journal de traduction, comme l'a fait ma doctorante Pauline Jacon. Ce que je trouve intéressant, c'est que René et Pierre Pascal s'en souviendront. Dans mon séminaire doctoral cette année, là, au mois de mars, j'avais invité, c'était un peu une boutade, mais c'était un exercice intéressant et dont les répercussions se font voir encore de nos jours. J'avais invité une homonyme, Isabelle Colomba, qui est autrice de littérature jeunesse. Disons que je la connais personnellement depuis un peu plus d'un an maintenant, mais nous connaissons l'existence l'une de l'autre depuis à peu près une quinzaine d'années, puisqu'on nous a pris régulièrement l'une pour l'autre, et que certains ont même publié des écrits disant Isabelle Colomba est traductrice et écrivaine. En fait, non, nous sommes deux. C'est un nom qui n'est pas très courant, d'où la confusion. Et finalement, on a fini par prendre contact l'une avec l'autre, par beaucoup discuter, sympathiser. Nous sommes devenus amis il y a une dizaine de jours. Et elle me disait, j'aimerais bien creuser la raison pour laquelle j'écris toujours sur le Rwanda. Elle écrit sur le Rwanda, elle retourne sans cesse au Rwanda, interroger des survivants du génocide, etc. Et elle éprouve le besoin d'écrire sur ce génocide, sur cette horreur. Et elle me dit, là, donc, j'ai commencé la rédaction d'un nouvel ouvrage et j'envisage de tenir un journal de création. Et je pense qu'elle va essayer de le publier aussi. Donc, j'ai trouvé intéressant parce que c'est en participant, je l'avais invitée donc à ce séminaire doctoral, elle a pris conscience de ce qu'était la recherche-création et de tout ce qui pouvait se faire comme analyse réflexive autour de la création. Et finalement, ça l'a incité à faire un journal de création. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir de quelle manière, finalement, une réflexion comme ça théorique peut avoir des conséquences concrètes, même pour une écrivaine qui n'est pas traductrice, mais donc rendre cette recherche-création nécessaire, même pour des créateurs et créatrices. Donc voilà, c'est le journal de création ou de traduction. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être une espèce de journal dans lequel on peut consigner notre état d'esprit au moment où on traduit un jour, un moment, un mot qui va nous inspirer. Et puis ne pas aller se réfugier dans les sens dictionnériques, simplement se laisser porter par l'interprétation comme ça intuitive qu'on peut avoir d'un mot. C'est une vision à la fois décomplexée et artistique de la traduction en tant que telle. Pauline Jacon, dans sa thèse, avait fait une partie assez classique de présentation de l'œuvre, etc., mais assez classique, mais écrite quand même davantage sous la forme d'un essai que d'une thèse universitaire, mais néanmoins très bien documentée. Et le journal de création, qui arrivait en deuxième partie,
la traduction n'étant pas elle-même annexée à l'œuvre, mais en particulier parce qu'elle n'avait pas obtenu l'autorisation de publier la traduction, vu que la traduction venait d'être publiée par un éditeur, traduit par quelqu'un d'autre, bref. Et son journal de traduction était rédigé à la deuxième personne, au tu. Donc elle avait fait cette première partie au jeu, elle avait assumé pour sa thèse de faire sa première partie plus critique au jeu, et non pas au nous d'auteur, donc une démarche plus personnelle, plus individualisée. Et le journal, en fait, au-dessus, qui était pour elle une manière de prendre du recul par rapport à elle, traductrice. Voilà. Tous les partis pris sont possibles en autant qu'ils permettent de documenter, de détailler, de soutenir la production artistique. Alors, intéressant aussi en recherche-création, c'est que plus qu'un va-et-vient entre théorie et pratique, c'est vraiment, je pense, l'incarnation d'une symbiose entre théorie et pratique. Parce que c'est cette théorie qui fait avoir du recul, mais qui en même temps, au moment où l'on produit la traduction, est convoquée justement pour alimenter le processus créatif. Donc il n'y a pas de dissociation avec l'application d'un arsenal théorique critique à l'analyse d'une œuvre de quelqu'un d'autre, d'une traduction de quelqu'un d'autre, mais une espèce de symbiose. Plus qu'un dialogue, au-delà du dialogue, une vraie symbiose. L'œil de la critique, souvent, comme je mentionnais, a une forme de défiance vis-à-vis de la compétence des traducteurs. Alors j'introduis volontairement ce néologisme que j'utilise assez régulièrement et que les élèves de l'ESIP adorent, qui peut, sur modèle de notaire, permettre d'écriture une inclusivité, en fait, dans l'utilisation du terme. Donc la critique souvent dénie ce statut d'interprète de l'œuvre littéraire. Pensez à Beigbeder qui disait c'est refaire un travail déjà fait mais en moins bien. Bon, c'est un peu réducteur. Et donc, il est nécessaire de nous rendre visibles vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des critiques, si on veut, enfin, donc de rendre les traducteurs, traductrices, les traducteurs d'une manière générale visibles. Donc, je pense qu'il est important que nous nous donnions l'occasion d'expliquer nos postulats traductifs, d'expliquer en quoi cela consiste, quelle est la démarche de la traduction, donc de faire de la pédagogie, en fait, d'expliquer en quoi nous procédons à des choix, et que quelquefois, ce qui peut être considéré comme une erreur, si on regarde vraiment au niveau microtextuel, est en réalité un choix qui sert le scopos d'une œuvre tout entière. Donc pensez à l'effet Gould ou Picasso, c'est qu'à un moment donné, vous faites des choix qui peuvent paraître hérétiques, mais qui en réalité vont servir l'œuvre selon une vision particulière que vous voulez mettre en avant. Pour moi, les traducteurs doivent générer du paratexte, de l'épitexte, c'est-à-dire répondre à des entrevues dans la presse ou même provoquer, s'exprimer dans la presse, et saisir toute occasion finalement de s'exprimer sur leur création de manière à contribuer à la reconnaissance des traducteurs et traductrices comme interprètes de texte en fait. J'aime beaucoup cette citation justement là encore empruntée à la musique mais qui s'appliquerait très bien à mon avis à la traduction. L'interprète ne peut plus ignorer que son parcours s'inscrit dans l'histoire au même titre que celui du compositeur et une vision claire de sa place sur la scène contemporaine est la condition du rejet des écorces vides, signe tangible de la répétitivité inféconde. Cette répétitivité inféconde, c'est peut-être cette vision de la retraduction qui fait que on traduit une fois, on retraduit parce qu'on pense remplacer quelque chose d'obsolète ou d'imparfait. En réalité, le parcours des traducteurs et traductrices s'inscrit dans l'histoire de l'œuvre, dans l'histoire de la création, au même titre que celui du compositeur. Encore une fois, si l'on consent à considérer la traduction de littérature comme un art allographique à deux phases. Voilà, écoutez, je m'arrêterai ici. J'espère ne pas avoir été trop longue, ni avoir trop abusé de votre attention. En tout cas, merci beaucoup de votre attention.